Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Si ça vous a échappé, nous sommes là pour vous le rappeler aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Alors, on va parler d'amour et de littérature avec vous, Nicolas Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prix Goncourt 2018. Vous publiez un recueil de textes d'amour, de déclarations d'amour qui est édité chez Actes Sud. Ça s'intitule Le ciel ouvert, avec des dessins d'Aline Zalco. Nicolas Mathieu, on vous a connu avec des romans où il était question d'amour, mais il était aussi question d'une littérature sociale. Comment marier les deux ? Peut-être que ce qui ferait le pont entre le social et l'intime, entre le politique et l'individuel, c'est de se dire qu'on ne fait jamais qu'écrire sur les choses de la vie, et que dans nos existences, tout ça est très mêlé, en fait. C'est-à-dire qu'on passe sans cesse de choses qui sont collectives à des choses qui sont très personnelles. Dans une seule et même journée, on s'occupe de ses enfants et puis on va au travail, on écoute les infos à la radio et on se fait une idée du monde, et en même temps on pense à des gens qui habitent notre cœur. Tout ça, c'est quand même voilà, nos vies, elles sont tramées de ces différents niveaux d'existence. Les grands livres, je prétends pas en faire, mais les grands livres, les grandes séries, les grands films... Des textes qui ont marqué l'époque parce qu'ils résonnaient aussi. Et ils résonnaient d'ailleurs dans la manière dont le social, nos vies, influent sur nos vies sentimentales, l'un nuisant à l'autre plutôt. Alors, en tout cas, le nourrissant, l'irriguant et l'affectant puissamment. C'est-à-dire que nos sentiments, nos rapports amoureux, nos rapports familiaux, nos rapports d'amitié sont de toute façon touchés, influencés par l'économie, le social, le politique. Je veux dire, nous sommes des corps, nous sommes au monde, et ce que l'économie nous fait, ce que le travail nous fait, ce que les luttes sociales nous font, ça se répercute après, ça percole, ça infuse, et tout ça se retrouve à des niveaux très très intimes. Moi, c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est que rien n'est pur en amour, et que l'amour est à la fois politique, social, intime, etc. Oui. Et puis, l'amour est également perméable aux différentes manières d'écrire, puisque ce livre que j'ai sous les yeux, à l'origine, c'était une série de déclarations, de textes mariés à une femme sur Instagram. En tout cas, c'est au cours de 5 ou 6 années, j'ai publié des textes sur Instagram, dont un certain nombre, et qui forment la colonne vertébrale de ce recueil, étaient adressés à une personne en particulier. Et que ces textes racontent le quotidien d'une passion. Après, il y a des textes aussi qui racontent ce que c'est que la paternité, ce que c'est que le temps qui passe, les voyages, la solitude, les hôtels, quand on est en tournée, des tas de choses. Mais effectivement, ces textes, c'est un peu une correspondance à ciel ouvert qui était adressée au départ à une personne en particulier. Et le temps passant, ces textes sont accumulés, et moi et une éditrice qui s'appelle Emmanuelle Lay, on a estimé que c'était pas mal de les arracher au robinet des réseaux sociaux et d'en faire ce qui compte quand même le plus, un livre. Alors, pourquoi Le ciel ouvert ? Pourquoi avoir choisi ce titre, sachant que ça n'était pas une bouteille à la mer, puisque ces textes étaient bien destinés à quelqu'un, mais quelqu'un qui n'aurait peut-être pas pu les lire d'une autre manière. Oui, voilà, c'est une histoire qui a commencé dans la contrariété. C'est-à-dire, nous n'étions pas exactement disponibles. Et ces textes, sans doute, m'ont permis de dire des choses en les lestant de l'attention qui portaient les autres. C'est-à-dire que ce sont des déclarations d'amour intimes, mais qui ont pris place sur Insta, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à ciel ouvert. Donc, d'où ce titre. Mais peut-être aussi, l'idée, c'est de se dire que les grands affects qui nous traversent dans l'existence, ce sont des ressorts aussi d'émancipation. Vous savez, cette belle notion de Dany Lebrun, l'insurrection lyrique. C'est-à-dire que dans les chants
qui nous viennent des sentiments, il y a toujours une puissance un peu révolutionnaire, et que l'amour, en l'occurrence, peut-être rouvre le ciel. Et quand on est très accablé, quand on se demande quel est le sens de nos vies, quand on a le sentiment d'être cornérisé dans nos existences, l'amour, c'est un puissant levier pour se dire cette vie-là ne suffit pas, je veux tout et tout de suite. Mais l'amour empêché, c'est aussi un thème littéraire important. Est-ce qu'il a été particulièrement inspirant pour vous, Nicolas Mathieu? Ah oui, alors il est vrai qu'en l'occurrence, je n'invente rien. On est un peu condamné à ça en amour. Exactement. Oui, parce que, bon, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que quelqu'un qui écrit, un écrivain ou une écrivaine, c'est quelqu'un qui a un corps particulier, un métabolisme particulier. Tout ce qui l'affecte exige des mots pour le dire. Et que ce soit un amour contrarié ou un amour épanoui, que ce soit nos rapports politiques ou nos rapports familiaux, etc., tout ça nous traverse. Nous sommes pris dans des courants sentimentaux, des flux d'émotions, de pensées, etc. Et que si on est quelqu'un qui écrit, ça exige d'être formulé. La singularité de cette affaire-là, c'est que ça s'est formulé au pire des endroits, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et que dans cette espèce de cloaque narcissique auquel je participe de bon cœur, j'ai espéré qu'il y ait quand même des perles qui surnagent. Mais alors, c'est étrange parce que il y a une déclaration d'amour, c'est une longue déclaration d'amour d'ailleurs, et puis il y a aussi des déclarations ambivalentes vis-à-vis de la littérature. Je vais lire un extrait de votre ouvrage Le ciel ouvert, Nicolas Mathieu. Je vais te dire, en réalité, la littérature ne peut rien, là-dessus tout le monde ment, et je hais son délire centenaire, ce songe asthmatique, tous ces raffinements qui fardent des cadavres. Je hais ces restitutions d'embaumeurs. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de temps retrouvé. Ben, on pourrait dire qu'il y a quand même plusieurs écoles. Par exemple, Proust pense que la vraie vie, c'est les livres, que la littérature, c'est là que ça se passe, que la puissance maximale se trouve dans l'art. À l'inverse, on pourrait parler de Colette, qui vit d'abord et qui écrit ensuite. On peut considérer que on peut avoir une vision un peu geek de la littérature, c'est-à-dire que la fiction l'emporte et les puissances artistiques nous sauvent. Et puis une autre vision qui est la vie est au-dessus de tout ça, la vie est au-dessus de nos forces, et l'art ne peut pas grand-chose. En tout cas, je pense que c'est le propre du lyrisme, parce que ce sont des textes lyriques, c'est d'exprimer quand même des formes de détresse, et qu'à certains moments, ces détresses sont telles qu'on désespère de pouvoir se sauver, et par la littérature même. Alors vous en voulez à la littérature, j'ai cité cet extrait, et puis... Non, j'en veux pas à la littérature, plutôt je constate son impuissance quand je suis au tapis. Alors que beaucoup d'écrivains, enfin vous venez de citer Proust, qui en est l'exemple, considèrent que la littérature est le tout de la vie, et puis alors, et vous en prenez aussi aux amours adolescents, je vous cite toujours Nicolas Mathieu, à 15 ans on tombe amoureux comme un con d'une collégienne qui s'appelle Séverine ou Angélique, pendant 2 mois on ne touche plus terre, cette fille-là nous remplit tout entier, il faut dire qu'on n'est pas bien grand, et l'amour est une chose si vaste, donc ça change après 15 ans. C'est marrant parce que on m'a interrogé là-dessus tout récemment, et je disais qu'effectivement, à mon avis, on n'aime pas à 40 ans comme à 15 ans. Et j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit j'ai 40 ans et j'aime comme à 15 ans. Et comme je lui ai fait observer qu'à 15 ans, c'est la première fois. Et qu'une première fois, ça ne se présente pas toute la vie. Et que ça change quand même beaucoup la donne. C'est-à-dire que par la suite, même si on succombe à des passions et qu'on est transporté, même si on atteint des hautes intensités, on est aussi chargé de l'expérience antérieure. Et que ça change les choses. Mais les amours adolescents... Vous savez, je pense qu'on n'aime pas à 40 ans comme à 15 parce qu'on a vécu entre-temps, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a appris, parce qu'on a souffert et qu'on a fait souffrir. Et puis, de la même manière qu'on n'aime pas selon qu'on a lu beaucoup ou très peu, qu'on a vu beaucoup de films ou très peu. Tout renseigne et infléchit nos manières d'aimer. Mais les amours adolescentes étaient un thème important là aussi dans vos livres passés, dans Connemara, dans Nos enfants après eux, ce qui veut dire que c'est un thème qui vous retient, avec lequel, je ne sais pas, vous avez
sinon des comptes à régler, du moins ils sont importants dans votre existence, Nicolas Mathieu. Oh, je pense que pour beaucoup de gens, les amours adolescentes, c'est joli, amour au pluriel, l'adjectif se met au féminin. Les amours adolescentes, elles sont structurantes pour le reste de la vie. C'est-à-dire que ces manières d'aimer-là, selon que ça marche bien ou pas du tout, selon comment dire qu'on est payé en retour ou que c'est à sens unilatéral, ça va infléchir en grande partie toute votre vie sentimentale par la suite, et qu'il y a des plaies qu'on fait à ces âges-là qui ne se cicatrisent jamais tout à fait. Après, vous me posez des questions qui sont justes parce qu'elles font vraiment écho au livre, mais je me sens un peu... j'ai un petit sentiment d'imposture parce que ma science est maigre au sujet de l'amour en réalité. Le bouquin commence sur une citation de Victor Hugo qui est j'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour. Si c'est une nuit, ça signifie qu'on n'y va pas très clair et qu'on fait avec ça à peu près ce qu'on peut, et que bon, voilà, je dis des généralités. J'essaye de voir les choses de haut et en même temps, je suis comme tout le monde, je tâtonne, je fais souvent mal, je fais ce que je peux. Mais c'est se placer sous le haut patronage d'Hugo, justement, pour qui l'amour a tant compté. Il y a des textes superbes d'Hugo, La tristesse de l'Impio. C'est probablement l'un des plus beaux poèmes d'amour. Et il y a aussi des textes sociaux, je crois, chez Victor Hugo. Il y a ce mariage des deux. Je me suis dit que ça faisait particulièrement sens pour vous, Nicolas Mathieu. Oui, alors... les romantiques ont inventé un certain nombre de mythologies qu'on peut discuter, mais ils ont osé le politique et le lyrique. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire des poèmes sentimentaux et devenir ministre. On pouvait se battre contre la peine de mort et pleurer un amour perdu. C'est des choses qui sont un peu plus compliquées aujourd'hui. Même Léon Blum l'a fait d'une certaine manière, donc ça s'est pratiqué jusqu'à très tard. Vous pensez que ça pourrait plus se pratiquer aujourd'hui? Parce que, encore une fois, quand on a vu sur Instagram, puisque au début c'est là que vous avez écrit, Nicolas Mathieu, ces textes d'amour, ils ont eu beaucoup d'écho, et puis on s'est dit quand même que c'était une autre façon pour vous d'écrire par rapport à celle que l'on connaissait précédemment. Oh, j'ai pas l'impression de changer de régime. Je pense que dans tous mes bouquins, il y a toujours eu ces différentes couches. Et tout à l'heure, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que dans les grands livres et les grands films, il y a toujours un peu tout ça, c'est-à-dire comment nous sommes insérés dans des mondes sociaux et comment c'est difficile et indispensable, et en même temps l'intime qui est toujours là. Nicolas Mathieu, Le ciel ouvert, avec des dessins d'Aline Zalco, c'est publié aux éditions Actes Sud. Je vous propose dans une vingtaine de minutes un dialogue avec la philosophe Ilaria Gaspari qui publie Raison et sentiment, c'est chez Plomb, 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous continuons d'évoquer en ce jour de Saint-Valentin l'amour. Nous sommes en compagnie de Nicolas Mathieu, écrivain, prix Goncourt 2018. Vous publiez Le ciel ouvert aux éditions Actes Sud et nous sommes en duplex avec Ilaria Gaspari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, on vous doit Raison et sentiment aux éditions Plomb. Ilaria Gaspari, mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer, sur le plan métaphorique bien sûr, les mots d'amour que le Rassemblement national adresse aux agriculteurs. J'aimerais vous demander si l'amour est un sujet politique. Oui, bien sûr, comme tout ce qui concerne les relations entre les gens, entre les personnes, et ce qui concerne aussi des relations de pouvoir qu'on doit voir dans une façon libératrice dans l'amour, quand l'amour est vrai, quand l'amour est réel. Mais bien sûr, c'est un sujet politique parce que ça regarde nos corps, ça regarde nos émotions, ça regarde donc notre façon d'être au monde et d'être en relation avec les autres. Alors, en France, la vague MeToo a pris
un dernier tournant ces derniers jours. Plusieurs actrices ont évoqué justement la question de emprise exercée sur elles alors qu'elles étaient très jeunes, alors qu'elles étaient mineures. Des réalisateurs, des cinéastes beaucoup plus âgés. Et j'aimerais justement votre regard sur ce type d'affaires. J'imagine qu'il y a des choses semblables en Italie où vous êtes, Ilaria Gaspari. Oui, bien sûr, c'est un mouvement qui a donné voix à des cas qui sont parfois arrivés il y a des années. Donc, c'est parfois aussi un regard plus adulte sur des choses qui sont arrivées à ces femmes quand elles étaient adolescentes, quand elles étaient très, très jeunes. Et là, on voit, finalement, on voit très bien ce que je venais d'aborder, c'est-à-dire les faits qu'il y a toujours une question de pouvoir qu'il faut aborder quand on parle des relations. Je dirais pas d'amour, mais des relations entre les sexes. Et là, voilà, je suivais ces jours-ci l'affaire Judith Godrèche. Et là, c'est quelque chose de très intéressant parce que elle est maintenant une femme. Elle a grandi et elle revoit ce qui lui est arrivé quand elle était très très jeune. Et quand elle était très jeune, c'était une relation qui a été vécue comme si c'était une relation évidente, comme si c'était quelque chose qui était en effet quelque chose de normal, mais c'était pas tout à fait normal. Et il y avait aussi une relation des pouvoirs entre elle et cet homme, Benoît Jacot, qui était un metteur en scène, donc qui avait un rôle aussi dans sa vie d'actrice. Et qui, voilà, avait une différence d'âge très, très, très grande. Donc, là, voilà, je pense que c'est un mouvement, le mouvement de MeToo, qui, avec une certaine agressivité parfois aussi, mais qui met sur la scène un thème très important, qui est le thème des relations de pouvoir à l'intérieur d'une relation sentimentale. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant des siècles. Et là, maintenant, on est prête à l'aborder, on est prête à la voir. Et c'est pas facile, c'est pas tout à fait facile au début, mais c'est quelque chose de très important parce que ça nous peut rendre bien plus libres dans nos relations amoureuses, alors qu'on distingue entre la relation de pouvoir qui peut être abusante et une relation d'amour qui peut être vraiment libre. Mais alors, ce qui est fascinant, Ilaria Gaspari, vous qui êtes philosophe, vous venez de publier Raison et Sentiment, et justement quand on articule ces deux choses-là, parce que ce que dit Judith Godrèche, ce qu'elle a dit très récemment, elle a renvoyé un certain nombre de personnes qui étaient largement adultes lorsque ces films sont sortis, parce qu'il n'y a pas eu seulement un film en France, il y a eu en réalité de nombreux films qui ont mis en scène les amours d'une très jeune femme avec un homme beaucoup plus âgé, un homme mûr. Et à l'époque, ces films ont été salués par la critique, alors qu'aujourd'hui, justement, si on prenait vos catégories de raison et sentiment, eh bien, ceux-ci seraient jugés non pas comme de beaux films d'amour, mais comme des films de domination, des films d'emprise, et donc comme des documents sur les mécanismes conduisant à broyer un être, et donc là, en l'occurrence, une jeune femme. Oui, je pense que il y a là aussi un thème. Bon, en Italie, on parle beaucoup en ces moments, pas vraiment de ce thème qui est très important, qui est devenu très important il y a des années avec le mouvement MeToo en Italie aussi. Mais c'est surtout ce qui est très important à ces moments parce que on a des cas d'assassinat des jeunes femmes par par des gens qui disaient donc des cas de féminicide. Voilà, des féminicides. Il y en a eu beaucoup et il y a eu une victime très très jeune tuée par un garçon très jeune aussi. Et là voilà, ça c'est quelque chose qui a vraiment choqué l'opinion publique. Et là aussi, on a commencé à parler aussi de la nécessité d'une éducation affective des garçons surtout. Mais des jeunes filles aussi, à l'amour et au sentiment comme quelque chose qui ne nous domine pas comme des passions tristes, je dirais, en empruntant l'expression à Spinoza. Et
c'est quelque chose de très important par rapport à ce que vous disiez, parce que il y a pendant des années, pendant des siècles, je dirais, une romantisation de certaines formes d'amour comme domination. Et là, voilà, donc il y a un esthétisme indéniable. Il y a des films, des ouvrages d'art qui sont vraiment très fascinants. Et comme ouvrage, en tant qu'ouvrage, ils sont fascinants, ils gardent leur charme. Mais alors qu'on les utilise comme des mesurations, comme des traits pour voir ce qu'une relation doit, à quoi une relation doit rassembler, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Donc, en Italie, on a toute une culture du mélodrame qui est très bien enracinée et qui est une culture de domination patriarcale, bien sûr, qui a été quelque chose d'évident pendant des années. En Italie, on a eu les délits d'honneur jusqu'à 81. Donc, c'est vraiment, il y a 40 ans, il y avait le droit pour un homme de tuer une femme qui lui était pas fidèle, de tuer d'arriver à tuer quelqu'un qui sortait du règle des mariages. Donc c'est quelque chose qui est très très fort si on y pense aujourd'hui. Et donc voilà, là je pense qu'il faut déromantiser voilà l'amour mélodramatique et voir une forme d'amour qui est paritaire. Nicolas Mathieu. Ce qui est aussi intéressant dans toutes ces histoires et cette actualité, c'est de voir que l'amour comme mesure absolue, comme justification de tout, et comme, je veux dire, carte blanche pour faire à peu près n'importe quoi, c'est en train de tomber en désuétude. Pendant longtemps, je pense, dans l'inconscient occidental, ça fonctionnait comme ça. C'est un peu la phrase de Nietzsche, tout ce qui est fait par amour s'accomplit toujours par-delà le bien et le mal. Et là, il y a un retour du surmoi très très fort. Au 19e, créer la notion de crime passionnel, comme si l'amour, c'était une circonstance atténuante, et du coup, ça passe. Parce que si c'était fait par amour, c'est pas si grave. Et on est en train d'en finir avec ça. Et les passions ne justifient plus tout. C'est-à-dire qu'on revient un peu à une logique de la règle, de la sangle, du surmoi qui s'oppose aux passions. Et c'est pas mal, quoi, parce qu'il me semble que si l'amour est un affect majeur qui peut donner du sens à la vie, ça ne signifie pas du tout qu'il puisse justifier n'importe quel acte, n'importe quel comportement. Mais ça va nous obliger à réviser un certain nombre de classiques, Nicolas Mathieu, Le Rouge et le Noir, par exemple. Le crime passionnel, vous venez de le dire, c'est un terme qu'on n'emploierait plus, et en tout cas qu'on n'emploierait plus sur le mode de l'excuse ou des circonstances atténuantes. Oui, alors j'espère qu'on ne va pas réviser les œuvres, mais qu'on va réviser notre regard sur les œuvres, ce qui est ou les historiciser. Ce qui est une chose quand même très très différente. Et effectivement, en parlant de ça, j'ai revu récemment, puisqu'on parlait des films qui mettent en scène des passions entre des hommes mûrs et des jeunes filles, j'ai revu Noces blanches de Brissot. Noces blanches, quand il est sorti dans les années 80, tout le monde était béat. Je vous assure que ça. Rappelez-nous Noces blanches. C'est Bruno Kremer qui est professeur de philosophie, et puis il y a une lycéenne, une étudiante qui est jouée par Vanessa Paradis, et ils vivent une histoire d'amour, une passion, et alors où l'homme se donne le beau rôle, c'est-à-dire qu'il est harcelé par cette jeune fille magnifique qui va détruire sa vie, et quand on le regarde aujourd'hui, ça met très très mal à l'aise quand même. Mais je pense qu'on peut totalement historiciser notre regard dessus. Oui. Mais alors ça, c'était vraiment un thème. Je ne sais pas si ça existe, Ilaria Gaspari, dans le cinéma italien ou dans la littérature italienne récente, mais c'est particulièrement prégnant en France. Oui, j'y réfléchissais pendant que j'écoutais Nicolas Mathieu, avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est notre regard qui doit changer. C'est pas les œuvres, c'est pas voilà. On peut pas réviser des choses qui existent et qui expriment non quelque chose. Mais là, je pense qu'en Italie, il y a un certain nombre de films qui sont un peu liés à ces thèmes, mais c'est pas si fort cette fascination pour pour la très très jeune fille comme dans la culture française. Je pense que c'est tout à fait différent. Même si il y a un film auquel j'ai repensé que j'avais vu il y a des années. C'est un film des années 80 et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne voyait, on ne pourrait pas voir, je pense. On ne ferait pas un film comme ça. Et mais les titres m'échappent, mais l'histoire et c'était très poétique finalement parce que c'était
pas sexuelle tout à fait. Et c'était l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une petite fille. Mais c'est vraiment une petite fille qui est comme si c'était pour lui une femme angélique, donc quelque chose de très poétique. Et c'est un film très petit, très peu connu, je dirais. Et c'est très bien tourné finalement, mais c'est quelque chose qui nous perturbe quand on les regarde aujourd'hui. Mais là aussi, c'était quelque chose qui portait l'amour dans un discours très détaché du corps, ce qui, voilà, c'est pas toujours le cas. Donc c'était quelque chose qui esthétisait seulement une posture très particulière du regard. Et ça, là, en ces moments, je cherche dans ma tête les titres, mais ils m'arrivent pas. Je vais vous donner un autre titre dont je me souviens, c'est Madame Bovary, Hilaria Gaspari, et autrement dit un thème qui là aussi est essentiel en littérature, où il s'agit de voir dans quelle mesure on peut se laisser abuser par la littérature. Justement, vous l'évoquez dans Raison et Sentiment. Votre regard sur Madame Bovary et cette figure de femme amoureuse avec le tragique de l'amour. Et tout à fait, c'est quelque chose qui est très cohérent avec ce qu'on disait avant, parce que voilà, la romantisation, l'esthétisation d'une souffrance amoureuse, d'une idée mélodramatique de l'amour, c'est notamment ce qui arrive à Madame Bovary quand elle lit, parce que elle lit de la mauvaise littérature. Et là, Flaubert est absolument génial en utilisant cette ironie sur des mauvais romans qui devient une ironie sur une certaine manière de gérer et de vivre ces relations amoureuses. Mon livre Raison et Sentiment avait auparavant un autre titre. Et le titre était Bovary ne le fait pas, comme quand on essaie de retenir quelqu'un qui essaie de se tuer, c'est ce que finalement elle fait. Parce que j'avais lu un aphorisme de Ennio Flaiano, cet écrivain italien, scénariste, et voilà, qui disait et qui m'avait vraiment, c'était vraiment le thème de mon livre, parce que il disait, voilà, et quoi si Madame Bovary avait lu, à la place de ses romans d'Appendix, elle avait lu Spinoza, elle se serait sauvée peut-être. Donc j'ai pensé, c'est vrai, il y a une idée. Spinoza, bon, c'est mon maître philosophe, c'est lesquels à Spinoza j'ai dédié ma thèse, et j'ai travaillé beaucoup sur lui. Et je pense que en examinant l'amour dans ses formes, il nous donne une définition et voilà un espace pour penser l'amour qui est vraiment une médecine qui vraiment nous court des risques de la romantisation des amours voilà malades, des amours qui nous font souffrir, de l'amour comme souffrance et comme esthétisation de la souffrance qui notamment va empoisonner la pauvre Bovary. Donc voilà, j'ai pensé et là c'est vraiment très génial et très ironique de la part de Flaubert de mettre sur scène tout cela, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive quand on grandit séduite, surtout les femmes, surtout les jeunes femmes, séduites par une idée de l'amour qui est une forme de souffrance, de l'amour qui est quelque chose qui doit être tragique, doit être passionné dans la. Je connais aussi des hommes qui souffrent par amour, par exemple Nicolas Mathieu, il l'a écrit dans Le ciel ouvert aux éditions Actes Sud, Nicolas Mathieu. Mais je vais plutôt rebondir sur ce que vous disiez sur Madame Bovary. Ensuite, vous me parlerez un peu de vous. Si vous voulez. Pas de mes souffrances personnelles. Mais, vous les avez écrites. Hein. Je peux vous parler des textes, alors. Absolument. Vous avez raison de faire un distinguo. Ce qui est fascinant, enfin, ce qui est passionnant chez Flaubert, c'est qu'il fait une critique très ironique, très drôle et très belle des phénomènes d'intoxication par la fiction. C'est-à-dire que pour apprendre à aimer, il faut se nourrir de fiction. C'est ça qui nous donne des modèles à suivre, des types sur lesquels se calquer. Ces modèles, ils sont jamais vraiment innocents, en fait. Ils sont porteurs à la fois de valeurs et d'attitudes qui ne sont pas innocentes. Et je pense que longtemps dans nos sociétés, on a surévalué effectivement le sacrifice, le drame, la passion dans ce qu'elle a de souffrante et de doloriste, avec l'exemple type peut-être de Goethe et les souffrances du jeune Werther, c'est-à-dire un roman qui décrit une passion amoureuse qui se termine par le suicide de l'homme en l'occurrence, et qui va produire dans toute l'Europe
une vague de suicides massive. Donc, ce qui est intéressant chez Flaubert, c'est que cet homme qui portait la littérature à la place la plus haute dans sa propre existence, il exerce quand même une faculté critique et lucide sur ses effets dans nos vies. Mais moi, je pense être en désaccord avec vous deux, Encore à la fois Nicolas Mathieu et Hilaria Gaspari, parce que je pense que le drame de Madame Bovary, c'est moins la littérature que le fait d'être entouré d'hommes qui ne la méritent pas. Charles est extrêmement falot, Raoul est un salaud. Bref, il y a une dimension aussi incommensurable en amour, c'est que l'on est hélas dépendant des gens que vous rencontrez, Nicolas Mathieu. Oui, le roman, il est en deux temps. C'est-à-dire qu'on part quand même de ces mauvaises lectures qui produisent en elle une âme romantique qui la dispose aux mauvaises rencontres. C'est-à-dire que ça la rend candide, naïve, et ça la fait La société aspirer. qui la marie avec Charles. Peut-être, mais si elle avait, comme disait Hilaria Gaspari, si elle avait lu Spinoza, peut-être n'aurait-elle pas voulu de Charles, et peut-être se serait-elle détournée de Rodolphe. C'est-à-dire que le roman, il montre assez exactement, et je pense que Flaubert, le disant, fait sa propre critique, c'est-à-dire comment on se rend potentiellement la victime d'abus ou d'escroquerie affective en adhérant à des fictions. Hilaria Gaspari, qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mathieu. C'est vrai parce que elle a une disposition à ces rencontres. Bon, c'est vrai, il est vrai aussi qu'elle est une femme dans une société où une femme doit se marier pour trouver sa place. Donc voilà, Charles, c'est vraiment... Et pas le avec n'importe premier. qui, elle doit se marier avec quelqu'un que la société choisit pour elle. Voilà. Donc là, il est un peu forcé, mais je pense que aussi c'est sur lequel Flaubert est très très aigu, bon voilà, très génial, il faut dire. C'est aussi de montrer son regard sur Charles, comment ça change à travers les lectures qu'elle fait, parce que elle est vraiment intoxiquée par cette mauvaise littérature amoureuse. Et là, quand elle trouve Rodolphe, c'est quelqu'un qu'elle cherche comme ça. C'est quelqu'un vraiment des dégueulasses au niveau moral. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment le pire pour elle. Et elle les poursuit. Elle les poursuit parce que elle est intoxiquée, parce que son regard est intoxiqué. Et là, je trouve que c'est très subtil ce que Flaubert nous dit à travers tout cela, parce que et voilà, il y a aussi cette métaphore de la littérature, des effets de la littérature, qui est quelque chose qui nous attrape, qui se transforme dans un roman, non? À la fois, ça devient un roman où il y a une victime d'un amour toxique, mais c'est quelque chose qui est métalittéraire dans la mesure où c'est vraiment son regard intoxiqué. Et moi, je trouve que Flaiano avait raison. Si elle avait lu Spinoza, bon, on n'aurait pas Madame Bovary, c'est vrai, mais on aurait une histoire peut-être de libération. Et là, voilà, je pense qu'aujourd'hui, bon, moi j'adore Madame Bovary comme roman, j'adore son personnage aussi, qui est un personnage très très irritant. C'est pas facile d'entrer en empathie avec elle, et ça je trouve génial. Moi, j'aime pas la facilité dont on pense aujourd'hui que la littérature doit nous faire empathiser avec ces personnages. Là, c'est difficile parce que c'est un personnage vraiment intoxiqué. C'est quelqu'un qu'on ressent très, très loin. On voudrait l'arrêter, lui dire mais non, arrête, ne lis pas ça. Mais est-ce qu'on ça. pourrait pas dire ça, Nicolas Mathieu, de beaucoup de romans d'amour, de beaux romans d'amour, je sais pas, Belle du Seigneur par exemple. Oh bah c'est vraiment, s'il y a bien un roman de la démystification amoureuse, c'est Belle du Seigneur. Alors souvent les gens l'ont pris un peu au premier degré, une passion entre deux êtres d'exception est très beau, mais c'est l'inverse que ça raconte, c'est-à-dire que l'amour ne Avec tient... une disparition du monde réel, par exemple. Oui, non mais surtout ce qui est important, c'est que selon Cohen, l'amour tient un peu de choses. Il suffirait qu'une dent manquât pour que ça s'écroule. Et puis c'est une, comment dire, c'est un... Ce roman montre à quel point l'amour ne suffit pas et à quel point on peut s'intoxiquer en misant toutes ses billes là-dessus. À la fin, il meurt d'un manque de vitamine sociale. C'est ça l'histoire de ce roman. Qu'en pensez-vous, Hilaria Gaspari, ou un autre roman qui incarnerait pour vous le roman d'amour sur lequel on pourrait conclure?
Voilà. Alors Belle du Seigneur, c'est vraiment un très bon exemple que j'ai beaucoup aimé, mais je reviendrai à mon grand amour qui est Marcel Proust, qui est vraiment un chanteur des amours toxiques, mais là aussi il le fait avec une ironie qui nous aide à démystifier. Bon, il nous enseigne rien parce que le narrateur est quelqu'un qui aime très mal, mais là il nous aide à voir tous les petits difficultés et les grandes difficultés et comment on se trompe en aimant, et voilà. Après qu'on ressort de la recherche du temps perdu, je pense qu'on est vraiment purifié de certaines difficultés et douleurs de l'amour. Donc je dirais un amour de soin. Et entre-temps, je me suis souvenu du titre du que film. je vous disais. Voilà, ça s'appelle Coup de foudre en Italie, Colpo di fulmine, et c'est un film de Marco Risi, qui est le fils, je crois, de Dino Risi, donc un grand metteur en scène. Voilà. Donc vous avez retrouvé ce titre, un titre de livre en conclusion. Nicolas Mathieu, en matière amoureuse, vous restez sur... On va Chéri et la mort de Chéri de Colette, ça sont des grands livres sur ce que fait le temps aux amours. Et Le ciel ouvert, c'est le livre que vous publiez aux éditions Actes Sud, Nicolas Mathieu. Raison et sentiment, c'est votre ouvrage, Hilaria Gaspari, publié aux éditions Plomb. Merci à Bruno Duvic qui nous a permis de vous entendre, Hilaria Gaspari, depuis Rome.